Bonjour à tous, bienvenue pour la tactique du jour sur échec et pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Alors aujourd'hui, une position issue de la partie entre Schussler et Rantanen, partie jouée à Stockholm en 1977. Le trait est au blanc, comme d'habitude, nous vous invitons à mettre en pause la vidéo et à chercher par vous-même ce qu'il y a à trouver pour les blancs. Et ensuite, lorsque vous remettrez en lecture, Romu va vous dévoiler la fin de cette partie assez spectaculaire. Alors effectivement, on va essayer de comprendre ce qui se passe et on voit assez rapidement que les blancs ont des pièces postées de manière assez agressive. On voit déjà les deux tours qui sont sur les cases E1 et D1, donc postées sur les deux colonnes ouvertes. Notamment la tour E1 qui a dans son viseur non seulement la tour E7, mais également la tour E8 derrière. La tour E8 qui est le seul défenseur de la 8e rangée. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra garder en tête. La tour D1 donc, est sur la case voisine. Et donc pour l'instant, en apparence, elle ne peut pas vraiment entrer dans le camp des Noirs puisque la case D7 semble surveillée, tout comme la case D8 qui est surveillée non seulement par la tour E8, mais également par le cavalier en F7. Ensuite, chez les Blancs, on peut dire un mot sur la dame G4 qui est postée aussi de manière agressive puisque elle a dans son viseur la case G7, le pion G7, mais également la case D7. Alors, pourquoi je parle de la case D7 ? On vient d'en parler. On a parlé de la tour en D1 qui était postée sur cette colonne ouverte. Donc, il est toujours intéressant de noter les points de convergence des pièces qui sont à notre disposition. Et là, on voit donc justement que la case D7 est le point de convergence entre la tour D1 et la dame G4. Ça peut aussi avoir son intérêt. Ensuite, le fou en B2 est extrêmement bien placé puisqu'il est sur la grande diagonale sur laquelle se trouve le roi noir par rayon X. Il est visé. Alors, il y a certes un pion en F6 et un pion en G7 au milieu, mais le roi se trouve sur la même diagonale que le fou. C'est souvent une bonne chose pour l'attaquant. Et surtout que le fou en B2 peut rêver de travailler en collaboration avec la dame G4 qui, on l'a dit, a donc la case D7 surveille d'un œil la case D7, mais également la case G7. Donc on voit justement que cette dame en G4 est extrêmement bien placée puisque les deux points de convergence des forces blanches sont, comme par hasard, les deux cases que la dame surveille, à savoir la case G7 et la case D7. Chez les Noirs, on voit que le roi est donc dans le coin, donc on l'a dit sur la même diagonale que le fou en B2, mais surtout la 8e rangée semble un tout petit peu fragile puisqu'elle est surveillée donc que par la tour E8 comme on l'a dit tout à l'heure. Le cavalier en F7 ne semble pas très très bien placé puisque il contrôle pas des cases vraiment très critiques. Alors certes, il contrôle la case D8, mais sinon il semble pas vraiment très efficace pour défendre le roi noir. La dame en B7 est très importante puisqu'elle défend non seulement la tour en E7, mais également donc la fameuse case D7 dont on a vanté les mérites il y a quelques secondes. Et j'ai oublié personne. Donc ici, le coup qu'il faut essayer d'anticiper et qu'il fallait avoir trouvé, c'est le coup tour D7. Alors c'est un coup assez spectaculaire puisque ça met en apparence une tour en prise. Alors comment on peut essayer de trouver ce coup ? On s'aperçoit que la tour en E8, on l'a dit, est plutôt fragile puisqu'elle est visée par rayon X par la tour en E1 qui n'est défendue, donc cette tour E8, que par la tour en E7. Donc il est légitime de vouloir dégager le défenseur de cette tour, à savoir la tour E7. Donc bien évidemment, sur tour prend D7, il y aurait tour prend E8 mat. Donc ça, c'est la première variante qui ne donne pas vraiment mal à la tête. Oui, tout simplement, la tour E7 est clouée. Voilà. Donc, on va essayer de l'exploiter, quoi. Et évidemment, si on joue dame prend D7, tu vas simplement reprendre en D7 et c'est la même en couleur. Exactement. Ok. Alors, j'ai essayé d'être un peu plus malin que ça, de pas me prendre un mat immédiatement sur la 8e rangée.
Et donc la difficulté qu'on a avec les noirs, c'est que notre dame est attaquée, mais si elle s'en va, automatiquement, il va nous manquer un défenseur au niveau de la tour E7. Donc si je ne peux pas me défendre, je dois contre-attaquer. Et le Mhm. seul moyen qu'on voit de le faire, c'est d'essayer d'attaquer la dame, notamment. Alors pourquoi pas le coup cavalier E5. Ouais, cavalier 5, c'est effectivement un coup qu'il faut avoir anticipé. Et ici, ben, on va tout bêtement éliminer l'attaquant qui nous gêne un peu, à savoir ce cavalier, en faisant tour prend E5 et en conservant exactement les mêmes menaces qu'au coup précédent, puisque la tour est toujours en E7 est toujours attaquée et la dame B7 également. Et donc on voit que après tour prend E5, les noirs n'ont absolument plus de défense et vont perdre irrémédiablement du matériel. Tout à fait, oui. Donc une fois qu'on a anticipé tout ça, on comprend ce qu'a fait Rantanen dans la partie, c'est-à-dire que puisqu'il n'y a pas de coup qui permettent de prendre en D7, cavalier E5 ne fonctionne pas, mais on est bien obligé de faire quelque chose. Le seul coup qui fasse une contre-attaque plausible et valable, c'est le coup cavalier H6. Oui, qui a un peu la même idée que cavalier E5 en évitant de se faire supprimer par les pièces blanches, puisque sur E5 le cavalier pouvait être pris par la tour, ce qui n'est pas le cas en H6. Donc cavalier H6 ressemble à une défense complètement plausible. Mais malheureusement pour les noirs, ici les blancs ont un coup encore plus spectaculaire que le coup précédent, à savoir dame prend G7. Qui a le mérite de rajouter, bon déjà ça fait échec bien sûr, qui attaque un peu tout, puisque ça attaque le cavalier en H6, ça attaque la tour en E7, et ça affaiblit également le pion F6, puisque ça supprime le défenseur de ce pion, à savoir le pion G7, et donc le fou B2 se frotte les mains et va très rapidement avoir son mot à dire dans cette attaque. Ouais, et on exploite encore une fois le clouage de la tour E7, hein, puisque bien entendu, si la tour s'en va pour prendre la dame, on va pouvoir enchaîner avec tour prend E8 sur échec. En cas de tour G8, le fameux fou B2 dont tu viens de nous parler se réveille au bon moment pour faire mat. Et en cas de cavalier G8, alors là on va pouvoir passer à la caisse, hein, on récupère notre dame, puis on prend sur F6 sur échec, et évidemment la victoire des blancs ne fait aucun doute. Donc après dame prend G7, Rantanen n'a pas le choix, hein, il est obligé de jouer roi prend G7, mais désormais le roi est presque aussi mal placé sur la 7ème que sur la 8ème, c'est ça? Oui, là le roi reste sur la diagonale déjà du fou B2. Il est bien sûr dans le viseur de la tour D7. Alors il faut penser quand même à récupérer du matériel puisqu'on a quand même sacrifié la dame. Donc là bien sûr tour prend B7 et le coup. Et après tour prend B7 qui est le coup obligatoire puisque la tour E7 est enclouée. Donc tour prend B7, on voit un joli clouage en croix. Merci pour les flèches Laurent. Et donc après tour prend B7, tour prend E8. Les blancs ont gagné un pion. Alors peut-être certains pourraient dire bah oui c'est qu'un pion, la partie continue. Alors certes la partie va peut-être continuer, mais elle va pas continuer très très longtemps, puisque au-delà du fait que les blancs aient un pion de plus, le pion F6 est aussi assez fragile. On a dit le fou B2 est extrêmement bien placé. Déjà, il y a une menace assez directe, c'est tour E6 certainement, qui attaquerait non seulement le pion F6, mais également le pion A6. Le pion C5 est également mal en point, puisque on pourrait penser à l'attaquer avec une tour très rapidement, notamment tour C8. Et la partie va continuer, mais techniquement, on peut considérer que cette partie est gagnée pour les blancs s'ils s'appliquent et qu'ils font preuve d'un peu de technique. Ça ne devrait pas poser vraiment trop de problèmes pour réaliser l'avantage matériel et positionnel des blancs. Ouais, tout à fait. Ce qu'on peut souligner, ou rappeler plutôt, parce que je pense qu'on l'a déjà dit, c'est que la tactique n'amène pas toujours à avoir un matériel d'avance absolument décisif ou une attaque de mat imparable. La tactique peut nous servir à gagner ne serait-ce qu'un pion, ou parfois même rien du tout, si ce n'est un avantage positionnel, quoi, hein. Donc la tactique n'est pas toujours liée à un abandon immédiat de l'adversaire ou à un échec et mat directement. Donc la tactique fait partie du jeu aussi pour transformer la position, concrétiser un avantage ou en obtenir un autre. Donc merci Romu pour cette présentation avec
avec cette tactique quand même assez originale, notamment le double le clos à Jean 3, mais aussi le coup dame prend G7, qui n'était pas forcément facile à anticiper, hein, on s'y attend pas vraiment. Tour D7 est trouvable, je pense, par beaucoup de Ouais. monde, mais dame prend G7, anticiper ça, c'est pas toujours simple, donc c'est super que tu aies pu nous montrer cette tactique. Donc merci à vous de liker la vidéo si vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait, à partager auprès de vos amis qui souhaitent progresser aux échecs notre travail quotidien, mais aussi à commenter, à nous dire si vous avez déjà eu ce genre de cas de figure avec un coup intermédiaire spectaculaire comme Dame prend G7. On vous dit à très vite sur Échec et Pédagogie. Au revoir, à bientôt.